Et depuis tout le temps que la série a commencé, c'est que maintenant que je m'aperçois que quand on se transforme en loup, nos vêtements se transforment par magie avec nous, quel qu'ils soient. Ok, donc c'est ça, la magie de la transformation tout public. C'est- Cette histoire de cet épisode est centrée sur le petit chaperon rouge. Tout d'abord, donc, on a en flashback la suite de ce qu'on avait vu dans son flashback lors de la saison 1. Donc, c'est peu de temps après qu'elle a découvert qu'elle était une loup-garou et qu'elle est en train de s'enfuir avec Blanche-Neige des hommes de la reine, de la méchante reine qui honnêtement n'en veulent qu'à Blanche-Neige. Je veux dire, à nouveau, hein, le petit chaperon rouge, il est sûr, là, elle est en sécurité, là, où qu'elle aille. Personne croit que c'est une loup-garou, normalement. À moins qu'on l'ait vu de très près lié à Blanche-Neige, ce qui n'est jamais spécifié, et elle a aucune raison de se barrer, quoi. Enfin, elle a aucune raison d'être en fuite, techniquement, elle. Donc on peut dire que c'est par amitié qu'elle le fait, mais bon, mine de rien, c'est un peu discutable de trois moments, je trouve. Et cela dit, à un moment donné, elle se sépare et elle finit, Rouge, par tomber sur un autre loup-garou qui l'amène devant toute une meute de loups-garous. Enfin, ils s'appellent pas des loups-garous, ils disent des loups tout court, mais et c'est des loups-garous, hein, on va pas se le cacher. Hein, c'est des êtres humains qui se transforment en loups à la pleine lune. Donc, ouais, quoi. Donc, donc la meute de loups-garous est dirigée par sa mère. Il s'avère que Mère Grand lui avait menti sur le fait que ses deux parents étaient morts et sa mère était encore vivante. J'ai comme ça quoi, ça n'a pas été plus. Est-ce que ça va être un peu plus développé lorsqu'elles se retrouveront, Mère Grand et le petit chaperon rouge? J'espère parce que c'est. Enfin, je sais pas, ça a paru d'être. Ça sentait un conflit qui aurait mérité d'être un peu plus développé à ce niveau-là. Donc j'espère qu'on va y avoir une petite confrontation autour de ça. Donc la meute donc lui apprend à contrôler ses pouvoirs de loup et c'est pile poil après ça que Blanche-Neige apparaît en ayant pisté les traces de rouge et qu'elle a accidentellement attiré des soldats de la reine qui tuent accidentellement à nouveau un des loups de la meute. Voilà, donc accidentel. Hein. Et suite à ça, la mère, chef de meute, le prend pas très bien, déjà qu'elle avait pas beaucoup de considération pour les humains. Une, euh, une humaine qui a causé indirectement la mort d'un des siens, pour elle c'est trop, elle veut le tuer, mais Rouge en empêche, et en l'empêchant, accidentellement, elle l'empale sur je sais pas quelle, une sorte de pic et sa mère meurt et apparemment les autres membres de la meute ils vont rien dire, ils vont rien faire. Je sais pas quoi, il n'y avait pas que ces deux-là dans la meute, c'est pour ça que je. Ouais, elles peuvent se barrer sans problème, quoi. Elles font les funérailles de sa mère sans personne pour y assister, et puis youpla boum, elles partent sur leur chemin. Bon, j'exagère un peu, c'est pas youpla boum quand même. Ils soulignent le poids de la tragédie de la chose. Il y a un côté, malgré le fait que ce soit beaucoup de accidents comme par hasard, je trouve que il y a un côté tragique bien fichu là-dedans, dans le sens où il y a, bon, à part les soldats qui sont là pour faire leur devoir, personne n'est vraiment méchant. La meute n'est pas méchante en soi, elle veut juste vivre en paix. Blanche-Neige n'est pas méchante, elle veut juste que Rouge trouve sa place. D'ailleurs, à un moment donné, quand elle retrouve Rouge et que Rouge lui dit que c'est là qu'est sa place avec les siens, avec sa meute, Blanche est contente pour elle. C'est un moment très touchant qui est gâché par alors, la fatalité de ce qui va suivre. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça où on se dit, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de grand méchant de grand méchant qui est dépeint dans cette histoire, et que c'est une vraie tragédie après. Et donc, malgré le fait que ce soit beaucoup de trucs accidentels, et que ça aurait pu être raconté un petit peu mieux à deux trois moments, c'était un flashback plutôt sympathique. Dans notre monde, les sept nains ont enfin fini par trouver des cristaux magiques dans la mine où ils travaillaient, et grâce à ça, il va y avoir moyen de refaire de la poussière de fée et de réparer le chapeau magique du chapelier fou, qui avait encore un peu son utilité.
Et donc on célèbre un peu ça, ça va prendre 2 jours à se faire. Malheureusement, durant cette période-là, c'est la pleine lune. Et donc Rouge qui ressent ses instincts revenir. D'ailleurs, on l'avait vu dans un épisode antérieur à ça, l'épisode 4, où elle sentait ses instincts qui revenaient. Donc c'était amené, c'était sympathique ça. Elle a peur de se transformer en loup et de faire du mal à quelqu'un. Et donc elle essaye de s'enfermer, mais ça ne marche pas puisqu'elle a forcé sa cage et s'est barrée. Et elle croit bien entendu elle croit qu'elle a tué quelqu'un et son entourage dit c'est bon, t'as juste couru dans les bois et c'est tout. Et malheureusement on trouve 2 corps après ça. Et bien entendu c'est pas elle, hein. Je veux dire, pendant la moitié, enfin les 3 quarts du film, on nous la joue, est-ce que c'est elle ou pas, etc., etc. C'est, ça enlève un tout petit peu de poids à l'intrigue quand on sait clairement que ça va être une espèce de révélation comme quoi, ah ben non, c'est quelqu'un d'autre qui a orchestré ça. Honnêtement, je trouve qu'ils ont relativement bien géré le truc. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un autre loup qui ait fait le coup, un autre loup-garou comme elle, puisque étant donné qu'on avait vu qu'il y avait d'autres loups-garous dans le monde des contes de fées, pourquoi il n'y aurait pas d'autres loups-garous qui soient présents dans notre monde? Mais non, c'était autre chose, et honnêtement c'était tout bête, mais je l'ai pas trop vu venir, c'était bien ça. Je n'ai pas parlé rapidement, mais parmi les morts, il y en a un qui s'avère être la souris Gus de Cendrillon. Voilà. Donc, il a été retransformé en humain, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Regina s'est embêtée à le retransformer, à le transformer en une forme qui n'est pas la sienne de départ. Je sais pas, Jiminy Cricket, il a une forme humaine au départ. C'est pour ça que c'est logique qu'il soit transformé en humain. Apparemment, Gus a toujours été une souris. Donc, je sais pas trop. La logique de la magie est me à moins qu'ils essayent de créer à un moment donné une espèce de passé entre Gus et entre Gus et Regina. Oh mon dieu, la souris Cendrillon, elle m'a fait quelque chose. Ah, je vais le transformer en humain et lui faire vivre une vie de concierge misérable. Et je ne sais pas. Je pense pas qu'il y aura ça. Hein. Honnêtement, je pense sincèrement pas qu'il y aura ça. Mais c'est juste histoire de dire quoi. Ouais, c'est pas n'importe quel type comme ça. C'était Gus de Cendrillon. Oh mon dieu, quelle perte. Bon, j'arrête avec ça. Donc, au début, Rouge n'arrête pas de se culpabiliser, etc. pour ça. Et à tel point que elle a envie d'en finir et de se jeter. Et de se jeter dans la foule en colère, menée par le procureur Trouduc. Donc, le procureur Trouduc, le roi George dans le monde des contes de fées, qui essaye de profiter de l'occasion pour soulever une foule et décrédibiliser le prince charmant. Sachant que au final, on finira par découvrir que c'est lui, c'est le roi Trouduc qui a orchestré tout ça pour pouvoir décrédibiliser le prince charmant dont il était sûr qu'il allait défendre corps et âme son ami Rouge. Voilà, donc ça, c'était pas mal. Bizarrement, ouais, étant donné que c'est la menace qu'on a un peu présentée dans l'épisode, ça aurait été un peu... C'est une conclusion logique. Bêtement, je l'ai pas vu venir. Et honnêtement, c'était pas mal fichu avec cette histoire de Rouge qui a vraiment peur, qui n'a plus trop confiance en elle, qui a vécu ça avant, qui a déjà vécu le fait d'avoir tué des gens sans en être conscience, notamment son amoureux surtout, et ça la mine de revivre ça. Donc c'était très touchant sur ce coup-là au niveau du personnage. Heureusement, le prince charmant arrive à déjouer le plan du procureur Tourduc et à libérer Rouge de ses instincts et finit par savoir se contrôler en loup. Le procureur Trouduc parvient à s'échapper pendant un petit moment, ce qui lui permet de piquer le chapeau
et de le brûler pour bien narguer le prince en lui disant vous ne reverrez jamais les vôtres. C'est à nouveau un vrai... Sérieusement, le surnom Trouduc lui va parfaitement à ce type. Voilà, on sent à nouveau le méchant aigri là-dedans, malgré le fait qu'il n'ait pas réussi, cherche à tout prix à avoir le dernier mot. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne pense même pas, aux gens qui pourraient retourner chez eux grâce à ce chapeau-là, c'est-à-dire ceux qui voudraient retrouver leur monde des contes de fées, dire merde, j'emmerde tout le monde, tout ce que je veux c'est faire souffrir le prince charmant qui a détruit mon empire en fait. Donc voilà, c'est un très bon complot de méchant par rapport à ce qu'il pouvait faire. À nouveau, hein, c'est un simple humain avec sans pouvoir, donc c'était de la machination plutôt bien faite. Et honnêtement, oui, c'était ma foi une histoire qui n'était pas transcendante, mais qui était bien amenée, bien fichue, bien prenante pour ce qu'elle représentait. J'ai bien apprécié ça. Sachant que pendant tout ça, on continue un petit peu avec le fameux rêve, le cauchemar d'Henri, où il est dans une pièce, j'ai dit une pièce sombre rouge, c'est techniquement une pièce enflammée, où il voit une autre personne qui le regarde, et en fait... Alors, il refait ce rêve, le feu, et cette fois, c'est tellement intense qu'il se brûle vraiment. Et Regina, qui l'a surveillé, s'inquiète un peu pour lui, et il vient voir Rumpelstiltskin pour qu'il concocte une espèce de talisman qui lui permettra de contrôler ce cauchemar, parce que apparemment c'est un cauchemar. C'est une espèce d'effet secondaire de quand on revient quand on revient du sort de sommeil éternel. Alors, je sais pas, apparemment Blanche-Neige ne l'a pas eu, c'était un effet secondaire qui touche pas tout le monde, c'est dit. Ok, donc je trouve que ça fait un lien intéressant avec ça. Je pensais que ce serait je pensais à un truc plus sombre que ça, mais honnêtement, ouais, c'est voir ça comme juste un effet secondaire. Et ce que ça va amener juste après, parce que ce que ça amène juste après, c'est très intéressant, ouais, c'était pas mal comme façon d'enchaîner là-dessus. Donc ouais, ce que ça amène, ça, c'est donc, étant donné qu'il a le talisman, Henri, en rêvant, il peut contrôler son rêve, mais il s'avère que dans son rêve, son cauchemar, il le fait en même temps qu'Aurore. Aurore, ouais, ils ont le même cauchemar, mais ils le font en même temps. La personne qui les observait, en fait, c'était l'autre. Voilà, c'est un bon... Et c'est un bon rebondissement à ce niveau-là. Et au final, étant donné que Henri peut contrôler ce cauchemar, ils arrivent à communiquer. Et là, l'épisode se termine sur le petit cliffhanger, comme quoi Aurore peut communiquer avec Henri à travers les deux mondes. Donc voilà, c'est très bien amené ça, j'ai très bien fichu, j'ai trouvé. Ça va changer la dynamique entre ce qui se passe dans les deux mondes dans les futurs épisodes et ça promet pas mal de choses. Voilà, un épisode bien amené, je trouve. Il y a deux, trois petits trucs que j'ai à redire par rapport au flashback, mais en dehors de ça, un épisode bien fichu, bon développement. C'était très bon, très bon. À bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!